Vous verrez, c'est assez proche de qu'est-ce qu'on fait à la classification. Donc ça sont, comment on dit, ce sont des modèles euh, donc qui sont supervisés. Donc en fait, quand vous supervisez, ça veut dire on connaît, on entraîne sur une jeu de données où on connaît les résultats et après on fait la prédiction, mais effectivement sur une jeu de données on ne connaît pas les résultats. Et donc c'est l'entraînement supervisé parce qu'en fait vous savez pour les données que vous montez l'algorithme quels vont être les résultats que vous attendez. Et donc après ça va être des mains, vous verrez il y a aussi comment on dit, il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle les non supervisés, donc où vous entraînez juste avec des données sans connaître les résultats. Donc c'est un peu des histoires de clustering et compagnie en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on fait encore le supervisé et donc cette fois on fait qu'est-ce qu'on appelle la régression. Et donc la régression, je suppose vous avez tout vu ça au lycée une fois, c'est comment on dit, des modèles très simplistes de régression, donc c'est effectivement fitter un courbe, pas des points de données en fait, hein, donc c'est un peu ça. Sauf que effectivement dans les machine learning, vous faites ça hautement dimensionnel, donc avec plein d'entrées, avec plein de sorties. Et effectivement, peut-être aussi avec des fonctions non linéaires qui peuvent être assez complexes pour faire le fit. Hein. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a c'est un peu comme avec la dernière fois. Donc mais cette fois, vous avez des features. Vous avez une fonction en fait qui vous transforme vos features et qui vous trouve le target. Et le target, effectivement, ça va être une valeur ou plusieurs valeurs qui vont varier suivant les features d'entrée que vous avez en fait. Ouais. Et donc l'idée c'est vous connaissez certaines features, vous connaissez certaines targets et donc du coup vous entraînez. Et l'idée c'est finalement pour des features que l'on donne au modèle qu'il vous dessine la bonne courbe à la sortie en fait. Hein. Voilà. Donc finalement c'est une fit de fonction hein, si on veut ça. Ouais. Et donc effectivement vous avez une fonction qui va avoir certains paramètres que vous ajustez pour comment on dit pour arriver au début pour avoir des bons targets pour des features que vous connaissez en espérant que après vous pouvez faire la prédiction pour des features que vous connaissez pas que vous retrouvez la bonne sortie en fait. Et donc du coup ça c'est effectivement ça et donc du coup il faut comment on dit pour faire l'entraînement effectivement il faut qu'est-ce qu'on appelle une loss function, donc c'est un peu comme les dernières fois, donc il faut définir une distance entre ce qu'on estime et entre ce qui est la vérité hein. Donc ça peut être là si j'ai un autre chiffre en fait il faut que je sache quelle est l'erreur que j'ai fait si la chiffre elle correspond pas au target comment on dit que je voudrais avoir. Et donc ça peut être par exemple vous pouvez pondérer le 4 cases là en fait et faire une distance en juste faisant une soustraction ou voilà ou une distance euclidienne entre les valeurs qui sont là et entre les valeurs que vous estimez en fait. Ouais. Et donc du coup le problème il est comme tel. Et après, il faut ajuster le paramètre pour qu'on arrive au bon, comment on dit, à la bonne prédiction. Voilà, et donc ça se fait par descente par gradient, où il y a plein d'algorithmes, mais en fait, ça dépend aussi le modèle, comment on optimise son histoire. Hein. Et donc, un des exemples, je sais pas, c'est l'exemple standard, hein, donc vous avez, comment on dit, des points quelque part, vous entraînez dans ce cas-là, par exemple, une droite que vous passez à tout de ces points-là, c'est la régression la plus simple à faire. Et là, en fait, vous pouvez faire une prédiction parce que si vous avez un nouveau, je sais pas si vous avez un nouveau truc, mais vous pouvez prédire où il va se placer sur la droite. Hein, non, c'est un peu ça. Ouais. Et donc du coup, pareil, effectivement, vous pouvez faire par exemple, comment on dit, une fit polymoniale. Effectivement, là je vous montre le truc en 2 dimensions, mais effectivement, ça peut être, comment on dit, je sais pas, dans X dimensions d'entrée et dans X dimensions de sortie, comme c'est montré sur comment on dit, sur cette fiche-là, où vous avez 6 dimensions à l'entrée et 4 dimensions à la sortie. Hein. Ouais.
Et donc du coup, on va arriver, comment on dit, donc en fait, on va arriver à qu'est-ce qu'on appelle la régularisation. Et ça c'est un thème très important à comprendre ça. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'il va être la régression linéaire? En fait, ça s'écrit très simple. Donc, vous avez une matrice A, en fait, qui correspond à vos features. Vous avez un vecteur qui vont être vos paramètres qui vous ajustez. Et vous avez la sortie qui va sortir. Hein. Donc, c'est un peu ça. Hein. Et donc, peut-être c'est ça un peu mieux. Donc là, en fait, vous avez dans les lignes, en fait, si vous voulez, vous avez vos échantillons. Voilà, si on le voit là comme ça. Vous voyez mon curseur, c'est bon. Si je bouge la souris, vous voyez ça, c'est bon, super. Et donc en fait, dans les lignées, vous avez plus ou moins vos échantillons. Et en fait, les colonnes là, en fait, ce sont vos features. Hein. Donc en fait, je sais pas, ça c'est... le mec il fume pas. Je sais pas, ça c'est... je sais pas, il bosse dans X domaine, il fait ceci, voilà, et donc du coup, vous voyez aussi que normalement, votre système, il est surdimensionné. Donc en fait, la matrice là, quand vous avez plus d'échantillons, mais elle est plus large que le vecteur que vous fitez, hein, parce que le vecteur, effectivement, il est donné par le nombre de features, mais en fait, la matrice là, elle est plus longue, donc votre système, elle est sur, comment on dit, elle est sur, je sais pas comment on dit ça comment on dit en français, mais en fait, vous avez plus d'équations que, comment on dit, que inconnu à chercher, en fait. Hein. Voilà, donc c'est surtout ça. Et beaucoup de fois, beaucoup plus de équations qu'inconnu à chercher. Et donc, vous cherchez, comment on dit, le vecteur qui, entre guillemets, qui fit le mieux ce système. Et donc ça c'est, comment on dit, ça c'est vraiment, ça c'est juste la, comment on dit, comment je peux dire ça, ça c'est juste la régression linéaire. Hein. Donc vous pouvez avoir ça, comment on dit, non linéaire et plein de trucs où là vous n'aurez pas une matrice, mais c'est le modèle pour comprendre un peu les choses, comment ça se passe en fait. Ouais. Et donc, comment on dit, toute simple en fait. Donc quand vous faites comment on dit, quand vous faites, qu'est-ce qu'on voit peut-être au lycée, je crois comment on dit, la minimisation par chi carré. Donc c'est ça en fait. Donc en fait, vous prenez le b là à l'autre côté, vous calculez la norme de votre vecteur. Donc en fait, vous calculez ça, ça vous donne un vecteur et vous calculez en fait la taille du vecteur et vous minimisez la taille du truc. Hein. Voilà, pour que ça devienne 0. Finalement, ça vous donne comment on dit, le vecteur qui fit, entre guillemets, suivant cette fonction-là, le mieux. Voilà. La problématique, c'est quand on fait ça, votre x, en fait, il va être qu'est-ce qu'on appelle dense, en fait. Donc, en fait, quand vous faites ça... vous aurez, comment on dit, probablement dans toute, comment on dit, dans toute ligne du set vecteur là à la fin là en fait. Donc là, toute ligne effectivement, elle correspond à une feature. Vous aurez partout un chiffre en fait. Voilà. Et peut-être des chiffres aussi très grands parce que votre système, il est entre guillemets surdimensionné et ça se comporte, comment on dit, ça se comporte pas toujours d'une bonne manière, donc ça peut arriver que là vous voulez avoir une petite valeur, mais du coup là ça avait fait plus 100 et là ça fait moins 100 et donc comme ça vous obtenez quand même une petite valeur, mais c'est pas forcément ce que vous voulez avoir en fait. Ouais. Et donc du coup on fait quelque chose qu'est-ce qui s'appelle la régularisation en fait. Et donc, à votre loss function, vous, comment on dit, vous ajoutez des contraintes un peu, voilà, qui font que votre système, en fait, il peut mieux se comporter. Voilà. J'ai dit il peut parce que c'est pas toujours le cas, mais ça, comment on dit, ça donne votre solution des propriétés. Et donc, en fait, c'est aussi à vous savoir quelles sont les propriétés de votre, comment on dit, de votre solution que vous cherchez, en fait. Ouais. Quand vous faites ces histoires-là. Et donc, normalement, comment on dit, on ajoute, donc il y a deux parties, donc ça, il y a, comment on dit, la partie L1, donc L1, ça veut dire, on prend juste, ça c'est une constante, voilà,
Et là, en fait, de cette x là, de cette vecteur, le valeur donc comment on dit, le valeur absolue. Donc en fait, c'est pas, comment on dit, c'est une mesure aussi, mais c'est juste, comment on dit, vous faites pas comme euclidienne. Normalement, vous prenez tout élément au carré et après vous prenez la racine quand vous calculez la taille du vecteur, mais vous prenez juste le valeur absolue et tout composant et vous les ajoutez un à l'autre en fait. Voilà. Donc ça c'est ça. Ça c'est le comment on dit, la partie, et ça s'appelle la norme L1 en fait. Donc voilà, donc c'est où je sais pas, vous trouvez ça dans la littérature aussi sous Manhattan Distance, et voilà, mais vous verrez ça plus tard dans des slides suivants. Et donc si vous faites juste cette partie là, donc si on met là le lambda 2, donc c'est pas en carré, ça veut juste dire 2, à 0, donc si vous faites juste cette partie là, si vous ajoutez ça, on parle d'une, comment on dit, d'une régularisation par lasso, ça s'appelle, voilà. Donc si vous ajoutez cette partie là, et en fait si on fait ça suivant le lambda qu'on choisisse, donc le plus grand le lambda elle va être, mais le plus d'influence cette partie va avoir, en fait ça vous rend comment on dit, ça vous rend votre solution sparse, voilà. Et sparse, ça veut dire en fait ça vous trouve comment on dit, ça vous trouve effectivement le propriétés qui ont plus d'influence en fait, qui ont le plus d'influence. Donc je sais pas si là par exemple je sais pas, je vais avoir le cancer et disons une des colonnes c'est le monsieur il fume ou il fume pas, ouais. Et c'est ça qui provoque le cancer, je ne sais pas, hein, donc c'est juste un exemple, voilà. Et donc je sais pas, et la deuxième colonne là, elle est, le monsieur il a un chien ou il a pas de chien, voilà. Et donc du coup, si vous faites cette partie là, si vous le faites pas, ça peut arriver que le chien il a quand même une influence, et si vous ajoutez cette partie là, vous supprimez le chien, voilà, c'est un peu ça l'idée en fait, ouais. Donc vous supprimez à faire à mesure, comment on dit, si vous avez, le plus grand ça va être, le plus vous trouvez des solutions qui, comment on dit, qui ont des CRO là dedans en fait, où peu de colonnes en fait finalement sont importants, voilà. On va voir pourquoi c'est comme ça après, voilà. Et cette partie là en fait, donc ça c'est, là vous prenez effectivement, donc ça c'est L2. Donc là, en fait, vous calculez la taille du vecteur comme vous l'avez appris à l'école. Donc ça, là, vous faites juste la norme euclidienne. Donc vous prenez tout truc au carré, vous prenez la racine après. Et si vous ajoutez cette terme-là, si vous avez cette partie-là à 0 et juste cette partie-là, en fait, ça s'appelle ridge regression. Ouais, donc je sais pas en français, régression par ridge, une histoire comme ça. Et du coup, si vous faites ça, en fait, vous cherchez, ça va pas vous rendre votre truc sparse, ouais, mais ça va régulariser le problème que je vais vous montrer avant. Donc si vous avez là, par exemple, des petites valeurs, donc je sais pas, là on a 1, et en fait vous arrivez à avoir là 1 parce qu'en fait là ils vous mettent moins 100 et là plus 100, avec ça en fait vous cherchez des solutions qui ont des petites valeurs là-dedans en fait. Donc ça en fait, ça gère que les valeurs là-dedans, elles vont pas exploser en fait. Ouais. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Qu'est-ce que je raconte là? Vous me suivez? Ouais, voilà. Vous avez vu ça déjà dans vos cours ou jamais en fait? Cette histoire de régularisation. D'accord, c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment des trucs de base en fait, hein, que je vous apprends là en fait, mais voilà. Et donc du coup, comme je vous dis, donc en fait cette partie là en fait, elle vous met vos histoires sparses, hein, donc en fait là j'ai tout écrit que ce que je vous ai raconté avant. Et donc en fait, ça veut dire vous avez plus de CRO dans votre histoire là-bas, et en fait, plein de gens, en fait, on fait ça aussi, comment on dit, c'est peut-être pour être très honnête, hein, parce qu'on veut avoir des solutions qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc si là vous avez une centaine de valeurs et je sais pas, vous êtes en entreprise, le mec il veut comprendre votre modèle et il vous dit mon truc il dépend de ça.
bah, vous essayez à faire le lasso, vous dites ah oui, mais cette partie-là, elle est beaucoup plus, comment on dit, elle scarpe beaucoup plus que toutes les autres. Et vous pouvez dire, c'est cette valeur-là sur laquelle il faut travailler et peut-être après on s'en occupe des autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Hein. Et voilà. Et donc la deuxième partie-là, en fait, bah, comme je vous dis, ça fait que vos solutions, en fait, ils vont rester petits, en fait. Ouais. Effectivement, si vous faites ça, on va vers ça après dans la pratique. Le lambda que vous mettez là, en fait, ça peut effectivement jouer énormément sur la solution que vous obtenez, en fait. Ouais. Sachant, bah, il faut toujours savoir ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir des solutions qui sont sparses? Est-ce qu'on veut avoir des solutions qui restent petites? Sinon, la plupart des gens, comment dire, ils oublient complètement cette partie-là. Ils mettent le 2 lambda à 0 et ça marche aussi. Hein, donc ça, c'est quand vous faites juste ça, hop, vous mettez le lambda à 0 et vous trouvez cette solution-là. Comment on dit, mais comme j'ai dit, c'est pas toujours, surtout dans des, comment on dit, dans des systèmes hautement dimensionnels, qu'est-ce qu'on veut avoir en fait. Ouais. Et donc, c'est cette histoire-là, et donc en fait, ça c'est le papier qui vous montre ça, et donc en fait, ça c'est effectivement le papier, le mec qui a publié ça, le lasso. Donc la partie avec le L2 qui garde le, comment on dit, qui garde le solution petit. Ça c'est connu depuis les débuts du siècle, hein, donc je crois que c'était début du siècle et en avant, ça c'était Tikhonov, c'était un russe qui a fait ça pour la première fois. Et le lasso, visiblement, quelquefois on s'étonne, donc cette histoire-là, qu'on met la L1, donc ça c'était publié en 96, hein, donc assez récent d'ailleurs. Et du coup, on voit là, en fait, qu'est-ce que lui, il vous montre là, c'est suivant le lambda, donc juste, comment on dit, suivant notre notation, en fait, ça c'est en envers, donc en fait, quand vous êtes là à 1, nous on est à 0, et quand vous êtes là, quand nous on est là avec le lambda en pleine puissance, on est là autour de 0, c'est un peu ça en fait. Hein. Et donc du coup, c'est pourquoi j'ai écrit là, donc ça, effectivement, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis là comme S, mais en fait, chez nous, c'est un truc qui pourrait correspondre à ça, qui pourrait correspondre, donc égal, c'est peut-être pas bien écrire ça, mais qui correspondre avec la formule que je vous montre là, ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, ça sont les solutions qu'il obtient, en fait. Donc, ça, c'est, entre guillemets, son vecteur X, ouais. Et donc là, il vous met les composants, en fait. Et donc, vous voyez, le plus qu'il agrandit son truc, le plus il a des composants qui tombent vers 0 en fait. Ouais. Et donc en fait, dans son système, il se rend compte que effectivement, c'est celui-là qui est important. Sauf il faut faire très attention parce que effectivement, quelquefois vous supprimez des trucs qui sont quand même importants. Donc il faut jouer avec et savoir aussi qu'est-ce qu'on s'attend en fait. Ouais. Est-ce que ça c'est à peu près clair? Ouais. Voilà, et donc, voilà. Donc ça, c'est ça, et pourquoi c'est comme ça? Donc en fait, c'est peut-être pour ça que cette papier, elle avait tellement de succès, même si a priori, on dit, c'est un truc, comment on dit, que tout le monde pourrait avoir comme idée un jour, mais le truc, c'est en fait, quand vous prenez, comment on dit, quand vous regardez comment on dit, la métrique en fait, donc là en fait sur les axes, qu'est-ce que vous voyez là, ça sont comment on dit, ça sont deux entrées, donc ça c'est en deux dimensions, donc ça c'est si votre x est deux dimensionnel, donc ça sert en deux valeurs x, hein, donc ça sert à votre x1 là et ça sert à votre x2 par exemple, ouais. Donc deux composantes de cette vecteur x qu'on cherche, oui. Et en fait, quand vous faites la L1, quand vous faites le L2, donc c'est pas, comment on dit, le truc avec deux barres, là, en fait, que j'ai stylé avec deux barres, donc la norme euclidienne, en fait, dans la norme euclidienne, en fait, comment on dit, tous les points qui sont équidistants, en fait, sont sur un cercle, en fait. Ouais. Et donc, sur un cercle,
Si ça c'est votre espace de solution, en fait, que vous trouvez donc en fait finalement pour trouver une solution, vous faites varier le cercle et il va, comment on dit, il va toucher une fois une des solutions que vous aurez là-haut en fait. Hein. Et donc du coup, quand vous touchez le truc, vous êtes toujours ou presque, comment on dit, la probabilité que vous arrivez à une solution qui, comment on dit, qui est composée de deux éléments d'un x. Ouais. Elle est beaucoup plus probable, hein, parce qu'en fait, vous avez là une partie qui vient de cette partie-là, voilà, parce que vous touchez là, et vous avez une partie qui vient de, comment on dit, de la deuxième composante qui est là-haut, en fait. Ouais. Et donc, du coup, vous trouvez, comment on dit, avec cette histoire-là, comment on fait normal sans faire la régularisation, vous trouvez des, comment on dit, des solutions qui sont, comment on dit, qui sont d'une telle manière. Et en fait, si vous avez les L1, en fait, et donc en fait, on peut aussi là carrément faire le L1, donc c'est un peu, comment on dit, c'est un peu compliqué à calculer après, mais ça se fait, et donc en fait, on ne fait pas la régularisation, mais on fait juste le L1 là, en fait, ça marche aussi, et ça vous donne aussi des, comment on dit, ça c'est plus outlier resistant, mais on va voir ça après. Si vous faites le L1 en fait, dans une, comment on dit, dans le L1 en fait, comment on dit, dans cette mesure des distances en fait, comment on dit, les valeurs qui sont équidistantes en fait sont ceux qui sont sur comment on dit, sur le bord de cette carré là en fait. Hein. Donc c'est un peu clair parce que si je prends juste les valeurs absolues, si je monte là, il faut que je descends là, hein, une histoire comme ça. Hein. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez vos solutions comme telles, la probabilité que vous touchez, que vous trouvez une solution en fait qui est, comment on dit, qui est que la composition d'une valeur et pas de l'autre, elle est beaucoup plus probable en fait. Ouais. Et c'est pourquoi ça vous donne des solutions qui sont sparses en fait. Ouais. Voilà. Donc j'espère que c'est à peu près clair. Voilà, c'est un peu ça. Et donc c'est ça l'histoire. Et donc en fait, la deuxième chose, c'est ce que vous voulez dire aussi. Donc en fait, ça c'est plutôt, là vous oubliez la régularisation. Là vous prenez juste la partie là et vous faites L1 ou L2. Donc en fait, L1 c'est, vous prenez là les valeurs absolues de vecteurs et vous minimisez les valeurs absolues de vos composantes vecteurs. Et les L2, c'est comme on fait, couramment, ou comme on apprend à l'école, c'est vous prenez toutes composantes au carré, vous les sommez et vous prenez la racine de tout à la fin, en fait. Hein. Donc c'est un peu ça. Et donc en fait, ça vous donne des résultats différents. Et donc, si vous faites juste les valeurs absolues, en fait, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus insensible qu'est-ce qu'on appelle aux outliers. Voilà. Et donc, ça vous permet d'avoir des fits plein de fois qui sont mieux, en fait. Ouais. Et si vous faites le truc, comment on dit, le truc que l'on utilise normalement, en fait, vous êtes plus sensible comment on dit, à des valeurs éloignées. Voilà. Et donc après, comme j'ai dit, il faut pas dire ça c'est mieux que l'autre, il faut juste savoir que le 2 il existe et le 2 il donne des solutions différentes et suivant la solution que moi je cherche en fait, je vais utiliser un ou l'autre. Voilà. Par exemple, si vous faites ça et vous calculez ça en L2, dans ce cas-là, ça va vous donner un bon résultat, ça va pas être gênant. Mais si par exemple là j'ai une valeur qui est très éloignée en fait, parce que comment on dit, parce que le mec qui a pris, je sais pas, qui a pris les échantillons, il a mal écrit, il a ajouté un CRO quelque part et donc du coup le point il est là. Voilà. Bon, vous avez un millier de points, vous avez un point qui est là. Si vous faites L2, ça peut être que votre courbe là en fait elle va pas passer là-dedans. Et si vous faites L1, la courbe elle va quand même passer dedans parce que c'est plus ou moins insensible aux outliers s'il reste quand même du peu nombreux. Hein, mais, et donc si vous avez là une valeur très éloignée mais très forte, la courbe elle va pas bouger. Tandis qu'en L2, la courbe elle va bouger et vous obtenez un modèle qui est peut-être pourri en fait. Voilà. Qu'est-ce que je vous raconte là, vous avez vu ça déjà ou jamais ou comment on dit ou
Ou est-ce que c'est aussi intéressant? Est-ce que vous comprenez tout ça en fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent pas ça? Oui? D'accord. D'accord. Bon, très bien. Bon, je suis content. Et est-ce que vous suivez de ça aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui décrochent à ça ou parce que c'est comme c'est visiblement pas des choses qu'on voit très souvent malheureusement. Voilà. Mais c'est très important. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Et donc du coup, après, quand on fait la régression, la question c'est aussi comment on mesure en fait l'erreur qu'on fait. Donc quand on fait la classification, la mesure d'erreur en fait elle est assez simple parce que soit vous tombez dans la bonne case, soit vous en tombez pas, et donc du coup, vous avez très vite une proportion, je sais pas, 80%, je tombe dans la bonne case, et donc ça c'est mon score. Hein. Mais là, en fait, dans ce cas-là, vous avez, comme on dit, vous avez qu'est-ce qu'on appelle le coefficient de détermination, pour voir en fait comment je peux dire, comment votre courbe en fait elle est proche au point sur lequel vous fitez. Hein. Donc voilà, après ça dépend toujours qu'est-ce qu'on veut avoir, donc vous pouvez juste calculer la distance de la courbe vers le truc et ça va vous donner aussi une estimation de l'erreur que vous faites. Voilà, ça c'est c'est juste une méthode que je vous montre qui est qui est utilisé plein de fois quand vous regardez des papiers qui sortent, mais en fait, c'est le truc qui est utilisé dans 95% des choses. Si c'est la meilleure façon de faire, ça dépend, parce que ça aussi, ça s'est biaisé, en fait, sur, comme vous voyez là, sur la norme L2, donc en fait, vous faites là un mois, vous prenez un carré, donc c'est pas forcément, le meilleure chose de faire, mais c'est une façon que l'on peut faire, en fait. Voilà. Et donc, le chose, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, en fait, vous prenez un peu comme référence le valeur moyenne que vous avez dans votre jetonné. Et donc la valeur moyenne, comme c'est juste une valeur, en fait, c'est en droite dans ce système de coordonnées là, en fait, voilà, si vous avez, si vous avez cette haute dimensionnelle, ça peut être un plan, une histoire comme ça. Et donc du coup vous avez ça, hein, et donc du coup qu'est-ce qui se passe après? C'est vous regardez après l'écart entre vos points et entre la moyenne des points et vous prenez ça au carré. Donc c'est stylé là comme carré, mais en fait c'est juste la distance là entre la courbe et le truc pris au carré en fait. Voilà. Donc c'est ça. Et donc ça c'est un peu votre référence. Et donc en fait vous dites je veux être un minimum mieux que ça en fait. Donc c'est un peu ça comment ça marche. Ouais. Et donc après vous calculez un truc. Donc vous calculez la même chose en distance, pas pas à cette moyenne, mais à la courbe dans laquelle vous fitez. Ouais. Bon. Et après, vous espérez que ça c'est plus petit que ça en fait. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée. Hein. Voilà. Et donc en fait, si vous faites ça, après vous calculez cette histoire-là. Et si ça c'est plus petit que ça, au mieux des cas, en fait, ça c'est 0 et vous tombez sur 1 en fait. Donc le meilleur coefficient de détermination que vous pouvez avoir, c'est 1. Voilà, c'est ça. Hein. Vous voyez ça. Et donc, qu'est-ce qui peut aussi arriver? C'est effectivement, faut comprendre ça, que cette courbe-là, elle peut être aussi même pire que ça, en fait. Hein, donc, malheureusement, ça peut arriver. Donc, imaginons, là, j'ai mis une droite qui va de l'eau en bas, là, en fait. Votre truc, il va être pire que, que ma référence. Et donc, ça existe que effectivement, vous pouvez avoir un R2 négatif. Mais bon, là, vous avez vraiment fait une connerie. Donc, vous publiez pas le modèle. Hein, vous dites, j'ai fait un test et ça n'a pas marché.
Mais vous voyez des scores comme ça, hein. Donc ça peut être que si celui-là, si cette fit est pire que ça, que vous avez là, que vous arrivez en négatif en fait. Voilà. Et donc le meilleure chose c'est effectivement d'avoir un et normalement ben, vous verrez comment on dit le modèle elle est bon à partir de je sais pas 0,5, 0,6 un truc comme ça on peut dire bon ben, on a un modèle qui sert à quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair en fait comment ça se calcule en fait? Ouais. Le coefficient de détermination. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Voilà. Oui, oui, mais bien sûr, excusez-moi parce que je vois rien en fait. Oui. Euh, Bah, en fait, c'est comme on dit, il n'y a pas de différence, hein. Donc, en fait, gradient conjugué, en fait, on peut faire ça, hein. Donc, si, comme on dit, c'est qu'est-ce que les gens ils font. Donc, en fait, tu prends cette fonction-là et tu appliques ton gradient conjugué pour minimiser cette fonction pour qu'elle tombe vers 0, en fait. Donc, il n'y a pas de différence. C'est le gradient conjugué, en fait. C'est juste une façon comment je peux trouver les ponts X pour, comment on dit, pour que mon système devient minimal. Et quelle fonction que j'ai que je veux tomber vers 0, que je veux faire tomber vers 0, en fait, ça change pas. C'est juste que j'ajoute ce terme-là, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Sachant que, comment on dit, si vous faites, comment on dit, si vous faites juste ça, donc si vous faites juste cette partie-là, en fait, vous n'avez pas le gradient conjugué à faire parce que pour ça, en fait, il existe, comment on dit, bah, des fonctions analytiques dans lesquelles vous insérez vos trucs et vous avez tout de suite une solution. Pour ces types-là, en fait, il n'existe pas forcément une solution que vous pouvez calculer, comment on dit, analytiquement et donc du coup, bah, vous faites comme vous dites, gradient conjugué, minimisant cette fonction-là, et ça vous tombe vers le bon truc. Est-ce que ça correspond à la question? Qu'est-ce qu'il écrit? D'accord. Voilà. Et donc c'est ça. Et donc effectivement, une fois qu'on a le score, c'est comment on dit, une fois que l'on a le score, on fait pareil comme on fait avec le comme on fait avec le comment on dit avec la classification. Et donc bah, vous prenez votre jetonné, vous splittez un training set test set, donc c'est exactement ce qu'on a fait bah, la dernière fois. Et donc du coup on fait aussi grosse validation et vous pouvez effectivement bah, c'est juste que votre score il va être une score R2 en fait dans ce cas là et vous avez une matrice avec des scores R2 voilà et en fait bah, vous prenez un peu la moyenne de vos scores et du coup vous savez bah, est-ce que votre modèle il va marcher ou pas. Et donc après par exemple qu'est-ce qu'on a fait hier bah, effectivement bah, on a fait ça donc on a pris un qui comment on dit, donc on a pris un qui, pour répondre à la question un peu qui était posée au début, on a pris un et on a entraîné sur 3, on a pris un, on a entraîné sur 2, une histoire comme ça. Et donc du coup on avait, je sais pas, X score, et le problème c'est que ce truc-là, c'était un tiers de notre jetonné là en fait. Et donc on a splitté ça en un tiers, on a entraîné sur un tiers aléatoire de cette jetonné. Et tout à la fin, bah, vous, comment on dit, pour que vous êtes dans les mêmes conditions que la grosse validation. Et tout à la fin, bah, en fait, cet classificateur qu'on a entraîné, bah, on a testé encore sur un jetonné qu'il n'a jamais vu, en fait, donc il faisait jamais partie du truc. Et on obtient un bon score. Donc là, on a obtenu, je crois, 0,9, un truc comme ça. Et c'est comme ça, en fait, comment le système est validé, en fait. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des questions pour la régression en fait? Non? Voilà. Donc c'est à peu près ça.